8,8 millions. C'est le nombre de disques vinyles qui se sont écoulés aux États-Unis en 2020, ce qui représente 232,1 millions de dollars. En comparaison, c'est 10,2 millions de CD qui se sont écoulés pour un marché estimé à 129,9 millions de dollars, soit 44% de moins que le vinyle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le vinyle est revenu sur le devant de la scène. Pourtant, nous sommes en droit de nous demander en quoi le vinyle est meilleur que le CD vu l'engouement que cela a généré. Un effet de mode, une réelle plus-value que le format compact disque, c'est ce que nous allons voir. Bonsoir à tous. Tout commence en 1887 avec l'invention du premier vinyle par Emil Berliner, un Allemand qui était à l'époque pas du tout en vinyle mais en zinc enduit de cire. Le mécanisme était basé sur un mouvement latéral de l'aiguille dans le sillon qui faisait vibrer la membrane qui produisait le son. Problème étant, le son ne pouvait pas être amplifié à ce moment-là. En 1920, on invente l'amplification électronique, ce qui va permettre de pouvoir écouter à plus haut volume, mais pas avec les premiers vinyles, mais avec les vinyles faits en vinyle, qui sont apparus en 1939. On fait un bond dans le temps pour arriver en 1951 par chez nous, où Pathé Marconi a pressé le tout premier disque micro-sillon en usine à Chatou. Par la suite, Eddie Barclay va démocratiser le disque vinyle et plus tard créer le label du même nom, Barclay. Je ne vais pas faire tout l'historique du vinyle, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a près d'un siècle, le vinyle était devenu un moyen commun d'écouter de la musique, jusqu'à ce que le compact disque ne vienne faire de l'ombre au disque noir. Avoir de la musique chez soi, c'était loin d'être simple à cette époque. On parle quand même de toute une installation pour pouvoir lire les micro-sillons du vinyle. Cela a donné lieu à une certaine forme de sacralisation de la galette, une sorte de rituel entre la sélection du disque, l'ouverture de celui-ci, la pose sur le platine, et enfin l'installation dans son fauteuil en écoutant le doux son choisi. Factuellement, le CD et le vinyle sont un choc des générations. Le CD revient à graver au même titre que le vinyle les informations d'un album sur une rondelle qui par la suite sera décodée par une tête de lecture. De l'autre côté, on a le vinyle qui va faire les choses à l'identique, hormis la tête de lecture qui ne va pas être numérique, à l'instar du CD mais analogique. Un rapide cours de science s'impose sur ce qu'est l'analogique. On dit d'un signal analogique qu'il est d'une grandeur réelle, qui évolue dans le temps sans discontinuité. Le signal, lui, numérique, revient à faire un relevé ponctuel de cette grandeur réelle en fonction de la précision voulue de celui-ci. Cela s'appelle le taux d'échantillonnage. Pour simplifier, voyez l'analogique comme le mouvement de votre main. Elle avance de manière continue et ne va pas apparaître du point A au point B instantanément. Et pour le numérique, voyez votre main, mais au lieu d'avancer de manière continue, on va faire des relevés de position toutes les 1 seconde. Et de cette manière, nous aurons plus quelque chose de continu, mais une sorte de diaporama. Dans le milieu de la musique, c'est exactement ce qu'il se passe du monde analogique au monde du numérique. Si l'on crée un morceau de musique, on va avoir un signal analogique qui va correspondre au mouvement de la membrane du microphone qui va rejoindre la carte son pour se transformer en signal numérique. C'est très grossier, mais si vous voulez en savoir plus, je mettrai des liens en description vers des sources pour approfondir. Avant d'avoir accès à tous les moyens d'écoute que nous avons désormais qui sont pour la plupart numériques, tous les moyens d'enregistrement étaient analogiques. Les albums étaient enregistrés sur bande magnétique, mixés sur ces bandes et envoyés en usine pour les faire presser sur vinyle. Nous restions dans le domaine de l'analogique dans toute la chaîne de production, mais avec l'arrivée de l'ordinateur, le numérique a fini par s'imposer sur le marché pour de multiples raisons. Une simplicité de traitement sur le son, une facilité d'entreposage des CD, et enfin la fidélité du son sur le CD. Quelque chose aussi à comprendre, le monde musical était bien plus fermé à cette époque. Pour faire de la musique, il fallait beaucoup de matériel pour arriver à un résultat à un temps soit peu intéressant. Mais ce n'était pas à des prix que le commun des mortels pouvait se procurer. Cette vaste étendue qui est la musique était réservée à une élite et la démocratisation de l'ordinateur a permis à tous de pouvoir devenir un artiste depuis sa chambre, chose impensable avec l'analogique. Pour faire simple, le CD a tout pour lui. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir continuer d'écouter du vinyle? Et pourquoi ne pas vouloir s'abonner à cette chaîne? Et à me dire ce que vous en pensez de la vidéo en laissant un pouce en l'air? Je vous le demande. Ça permet de me soutenir et de me dire si vous aimez ce genre de contenu. Et si oui, pourquoi ne pas en faire? Bref, revenons sur le vinyle. On a compris que la galette noire avait donc par définition beaucoup plus d'informations étant donné qu'il s'agit d'analogique. Mais pour autant, ce n'est pas aussi flagrant. Primo, la restitution de celle-ci ne saute pas directement aux oreilles. Il y a bien une différence subtile, mais pas de quoi s'en relever la nuit. Deuxio, pour les personnes ayant déjà écouté sur support vinyle, vous avez trouvé le son du vinyle plus chaud que sur votre téléphone. Il faut comprendre, lorsque plus tôt je parlais de l'analogique et du numérique, que l'analogique, le vinyle,
peut reproduire une plage de fréquences allant jusqu'à en moyenne 23 kHz. Le CD numérique, quant à lui, peut aller jusqu'à 22,5 kHz, mais l'audition humaine ne dépasse pas les 20 kHz. Ce boost d'information peut par conséquent provoquer une modification du son et donner cette rondeur au titre écouté sur le vinyle. Et pour finir, on entend parfois parler de la douceur du vinyle, qui est liée au fait que le signal ne soit pas échantillonné, donc pas d'écrêtage dur, ce qui rend l'ensemble plus homogène. Mais pour autant, le CD a fini par éclipser la galette il y a des années. Le CD, avant qu'il ne décline au profit du dématérialisé, est apparu comme la révélation de grand nombre d'audiophiles de l'époque. La promesse était d'avoir une qualité de sonore irréprochable en comparaison du vinyle. Le principal point noir pour tous les amateurs de son, c'est la fixité dans le temps. Or avec le vinyle, le son vit et change au cours du temps, ce qui pour les amateurs n'est pas souhaitable. Donc quand le CD vient à mettre un coup de pied dans la fourmilière, il est accueilli comme le renouveau de l'écoute audiophile. Mais pas seulement. Le vinyle en son temps était encombrant et complexe à faire fonctionner comme on le souhaitait, et surtout rudimentaire en extérieur, mais avec l'avènement du compact disc, on a inventé le Walkman qui, pour la première fois, permettait de sortir avec sa propre musique dans ses oreilles, sans avoir à faire une grosse installation hi-fi. On peut aussi voir déjà un peu les prémices de l'apparition du dématérialisé. Mais en général, quand on entend que le vinyle a repris ses lettres de noblesse, c'est souvent pour l'aspect spéculatif avec la collection de ceux-ci. Ce n'est pas une nouveauté, la rareté fait fluctuer les prix, mais au-delà de l'aspect monétaire qu'il est possible de tirer avec les galettes, la collection d'œuvres pressées sur vinyle est ultra prisée. Pour comprendre cet engouement, il faut revenir en arrière. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, le vinyle est issu d'une chaîne de production analogique à la base, mais également que le vinyle est sujet à changement dans le temps. C'est-à-dire en fonction de plein de facteurs inhérents au temps, le son va en être altéré. Dans le processus de pressage, on utilise des moules qui vont servir pour la pression des albums. Mais le temps que le moule soit chaud et le temps où le moule va être trop chaud, on va avoir un vinyle moins bon que le reste du pressage. Dans une presse à 2000 exemplaires, les 100 premiers et les 100 derniers seront moins bons que le reste. Ce n'est pas une valeur absolue, mais vous avez l'idée. Et le deuxième élément de réponse paraît un peu bête de nos jours, mais a son importance. À l'époque, le pressage d'un album pouvait se faire plusieurs fois à partir d'usines différentes. Les moules pour presser les albums étaient forcément meilleurs lors de la première presse que lors de la quatrième. Ce que je veux dire, c'est que le vinyle était forcément meilleur lors de la première presse, à la fin de l'enregistrement du projet, que lors de la réédition pressée pour la énième fois. Tout ça pour dire que le vinyle va forcément, sur l'aspect pécunier, prendre de la valeur en fonction du pressage qui est souvent exprimé en fonction de la date, mais également par logique être plus qualitatif qu'un pressage plus récent. Il y a également un aspect un peu contradictoire avec le vinyle de nos jours. À l'heure actuelle, la majeure partie des productions musicales sont numériques. Et avec le numérique, il y a de nouvelles manières de traiter le son qui sont apparues. À l'époque, avec le vinyle, il n'était pas nécessaire de faire autant de traitements sur le son, dont un qui de nos jours est le plus critiqué, le mastering. Dans la chaîne de production, le mastering, c'est la dernière étape avant de l'envoyer gravé en usine. Le procédé consiste dans les grandes lignes à uniformiser l'écoute d'un album par le biais de compression, d'égalisation, entre autres. C'est d'ailleurs au master que l'on doit sa fixité dans le temps propre au CD. Mais à vouloir une écoute lissée, on en perd en dynamique de son. C'est-à-dire que le son va sonner mou alors qu'il aurait pu sonner plus percutant. C'est également dû au mal de ce siècle que l'on appelle le loudness war, ou la guerre du bruit en français. C'est un phénomène qui se résume au fait que le son se veut le plus fort possible au détriment de la nuance. Le son est surcompressé, ce qui fait que le son paraît beaucoup plus fort qu'il ne l'est. Pour le vinyle, cette problématique n'existait presque pas, et le master de fin sur un vinyle était beaucoup plus succinct. Comme dit plus tôt, le problème c'est que de nos jours, nous produisons de la musique de cette manière. Pourtant, on voit de plus en plus d'artistes faire des sorties physiques sur CD et sur vinyle. Donc au lieu de partir d'un format analogique pour le presser sur vinyle, on part d'un fichier numérique pour le presser, ce qui pour un amateur est une hérésie et retire tout intérêt pour le dit vinyle. Un exemple, le groupe Gorillaz a réalisé un album uniquement avec un iPad, donc tout était totalement numérique, pas une once d'analogique dans tout le processus. Il y est sorti, son album s'appelle The Fall, sous tous les formats et même le vinyle, ce qui en termes de plus-value et de qualité sonore est contre-productif. On a beaucoup parlé du vinyle sur l'aspect sonore, mais avant d'arriver sur la galette d'un album, on voit d'abord la cover et ensuite le disque en lui-même. Ça peut paraître un peu bête, mais le vinyle reste un objet en tant que tel, pour certains un magnifique objet de décoration. Il est forcément plus facile de faire des choses qui sortent du lot avec la taille d'un vinyle qu'avec le CD, même si l'on peut faire des choses qui sortent un peu du lot. Un exemple tout simple, mais pour la BO des Gremlins, il existe une édition vinyle, ou s'il est mouillé, on y verra sur la galette un mogwai.
Tout ça pour dire que ça rend l'objet en tant que tel justifiable uniquement pour ce qu'il est, un objet sur lequel on peut y écouter de la musique. À faire prôner sur une bibliothèque, dans un rack, ou pour écouter le vinyle n'est pas que de la musique, c'est une expérience qui peut s'immiscer dans notre quotidien par sa simple présence. Finalement, ce qui rend le vinyle attrayant, c'est au-delà du monde sonore, mais dans un monde à part, loin des considérations de meilleur, mais juste d'être. Le vinyle, en fin de compte, est un projecteur sur une époque, et dès l'instant où l'on pose le saphir sur la galette, on y voit ce qu'il s'y passe. D'un point de vue purement subjectif, je me suis acheté des vinyles parce que j'aimais beaucoup cette époque dont il était le représentant direct. À mon actif, je possède 8 vinyles qui pour la plupart sont des vinyles mainstream, de pas très bonne qualité, dus à l'achat dans des grandes surfaces comme la Fnac ou Cultura. Celui dont je suis le plus fier de posséder, c'est le premier et malheureusement le dernier album de Népal que j'ai précommandé, qui est numéroté à 404 exemplaires avant qu'il ne soit restock. Toujours pareil, c'est du numérique, donc c'est vraiment pas très bon, mais je ne savais pas tout ce que je vous explique actuellement au moment de cet achat. Et d'une certaine manière, je ne le regrette pas, simplement parce qu'à mes yeux, il est unique. Et je pense également que pour apprécier ce que le disque a à nous offrir, il faut juste faire comme bon nous semble. Si j'ai envie d'acheter des vinyles de presse pourris, eh bien j'achèterai des vinyles de presse pourris, c'est pas compliqué. Mais je ne vous ai pas parlé de la solution à ce problème de qualité de pressage. Il existe un marketplace de vinyles qui se nomme Discog. Tout simplement, on recherche un vinyle en particulier et l'on peut choisir son état, la date de pressage et avoir des revendeurs pour des prix parfois différents. Encore une fois, on peut se retrouver sur des prix parfois très chers, mais avec une qualité incomparable. On commande et on reçoit le vinyle, prêt à être écouté. Mais la meilleure solution reste de faire marcher les disquaires indépendants. Demandez leurs conseils, ce sont les meilleurs pour vous conseiller. Une partie que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo volontairement, c'est le matériel pour une écoute vinyle optimale. Je vais répondre de manière très simple, peu importe. Alors oui, on peut écouter du vinyle avec un setup audiophile à faire pâlir votre banquier si ça vous chante, mais si vous voulez juste expérimenter avec peu de moyens, c'est possible. Ma configuration pour le moment est très sommaire, une platine Audio-Technica, un préamplificateur radio recyclé et des enceintes de très mauvaise qualité. C'est très moyen pour ne pas dire médiocre, mais ça permet de vivre un peu le monde du vinyle et par la suite d'investir si le cœur m'en dit. Pour moi, le vinyle doit son regain de popularité à plusieurs facteurs indépendants. D'une part, la nostalgie que certains peuvent éprouver en observant des vinyles qu'ils écoutaient plus jeunes, qui motive à se rééquiper en matériel pour de nouveau vivre la vie de la galette de leur enfance. D'une autre, les gens comme moi qui sont nés au moment où le vinyle déclinait et qui par un concours de circonstances se retrouvent à vouloir expérimenter l'imperfection du vinyle, ou plus simplement donner l'occasion au vinyle de faire sa décoration. Est-ce que l'on peut dire que le vinyle a de beaux jours encore devant lui ? Rien n'est moins sûr, mais pour les curieux, il est clair qu'il s'agit bien de quelque chose à essayer. Voyez le vinyle comme une autre expérience que ce que l'on a de nos jours avec le numérique. Le vinyle mérite d'exister encore de nos jours et n'est pas uniquement un truc réservé à un public de niche. Il peut encore s'adresser à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire, liker, commenter et partager si vous avez aimé la vidéo. Quant à moi, je vous laisse. Ciao.